Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur les chaînes parlementaires pour cette édition spéciale consacrée aux résultats des législatives qui voient une configuration inédite sous la Ve République, une cohabitation sans majorité absolue et on en est loin. L'Assemblée est divisée en 4 blocs. C'est donc la gauche, le nouveau Front populaire qui arrive en tête de cette élection, suivi d'ensemble le camp macroniste. Le Rassemblement national arrive en tête au premier tour, n'est que 3e et enfin les Républicains maintiennent à peu près leur nombre de députés. Voilà donc à quoi ressemblera le futur hémicycle de l'Assemblée nationale. On va revenir sur les enseignements de ce second tour. Ces législatives qui font bien sûr la une de la presse régionale ce matin. Regardez quelques-uns de vos journaux régionaux et puis on va voir évidemment les résultats en région. On sera au Puy-en-Velay chez Laurent Wauquiez à Marseille avec les rédactions de la presse régionale et puis on retrouvera également nos envoyés spéciaux sur les terres d'Éric Ciotti à Nice, de François Ruffin à Amiens et d'Elisabeth Borne dans le Calvados. Dans une heure, notre grand débat politique avec les 4 représentants des 4 principales forces. Mathieu Vallée pour le Rassemblement national, Stéphane Le Rudulier pour les Républicains, Sébastien Vincini pour le nouveau Front populaire et puis François Patria pour le camp présidentiel. Mais d'abord, on va avoir l'analyse de nos experts, nos 3 experts qui sont avec nous en plateau. Bonjour Yves Tréhard, merci beaucoup Oriane, d'être avec nous. Directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Pierre Jacquemin, bonjour, merci également d'être là, rédacteur en chef de Politis. Et puis Olivier Roucan, bonjour Olivier, politologue et constitutionnaliste. Avant de vous entendre, on va voir les grands enseignements de ce scrutin, des résultats et les réactions politiques. C'est avec Samia Dechier. À 20h, c'est l'explosion de joie. Le nouveau Front populaire est en tête des élections législatives. Les électeurs de gauche ont presque du mal à y croire. On est tellement heureux, franchement, si le RN est passé, j'allais me mettre en larmes. Mais... Très content, de la fierté. Si on se mobilise, on peut faire bouger les choses. Une victoire inattendue, à rebours de tous les sondages qui plaçaient le Rassemblement national en tête du scrutin. Notre peuple a clairement écarté la solution du pire pour lui. Ce soir, le Rassemblement national est loin d'avoir la majorité absolue que les commentateurs lui prédisaient il y a une semaine à peine. L'union de la gauche n'aura pas de majorité absolue, mais c'est elle qui aura le plus de députés, autour de 190. Il fallait le faire. Et non seulement nous l'avons fait, mais nous avons gagné et maintenant nous allons gouverner. Au Rassemblement national, c'est la douche froide. À l'annonce des résultats, les sourires s'effacent brusquement. C'est un peu décevant. je suis dégoûtée. Voilà. L'extrême droite progresse incontestablement, mais elle n'arrive que 3e, alors qu'elle se voyait déjà à Matignon. Malheureusement, l'alliance du déshonneur et les arrangements électoraux dangereux passés par Emmanuel Macron et Gabriel Attal avec les formations d'extrême gauche privent ce soir les Français d'une politique de redressement qu'ils ont pourtant plébiscité largement. La majorité présidentielle est en net recul, mais elle fait mieux que prévu. Avec environ 160 sièges, elle devient la 2e force politique de l'Assemblée nationale, devant l'extrême droite. Ce soir, le courant politique que j'ai représenté au cours de cette élection, celui de la République et du progrès, est bel et bien vivant. Aucun groupe n'a obtenu de majorité absolue. Personne n'est donc en mesure de gouverner sans former de coalition. On va revenir d'abord sur les grands enseignements. Pierre, est-ce que cette victoire de la gauche est une surprise ? Oh oui, je pense que personne ne s'attendait à ce que la gauche arrive en tête. Il y a la véritable victoire, s'il y a une victoire, c'est la défaite de l'extrême droite et c'est la victoire du Front républicain. C'est ça l'enseignement, en tout cas principal, parce que ça a été dit à plusieurs reprises depuis ce matin dans votre émission, Oriane. Le problème, c'est que la gauche arrive en tête, mais pour faire quoi ? Avec qui ? Ça va être toute la difficulté. Mais c'est vrai que la première chose que moi j'ai envie de dire ce matin, c'est que on avait dit le barrage républicain mort, ou en tout cas il commençait à s'effriter depuis 2002 qu'il existe. Il est bien vivant et le barrage s'est fait de manière assez forte, voire très solide à gauche. C'est-à-dire que les électeurs de gauche sont très massivement mobilisés pour aller voter pour les électeurs du centre et de la droite. Et la droite, pareil, c'est assez plutôt mobilisé. Je crois que 57% de l'électorat de droite s'est mobilisé pour aller voter pour des candidats de gauche. Donc c'est quand même le premier enseignement. Et c'est vrai que la perspective de la prise du pouvoir par l'extrême droite, en tout cas à très court terme, est donc très vivement rejetée.
Il y a une responsabilité extrêmement importante qui s'ouvre sur le camp de ceux qui ont joué le rôle du barrage républicain pour faire en sorte que, justement, Marine Le Pen n'arrive pas au pouvoir, parce que cette situation peut aussi lui être profitable à moyen terme. Ouais, Yves, c'est la première fois sous la 5e qu'il y a une telle inversion entre le premier tour et le second tour. C'est la preuve que le Front républicain a bien marché ? Oui, ça veut dire qu'il y a encore un plafond de verre. C'est-à-dire qu'il y a le Front républicain, plafond de verre. On est dans une situation inextricable, ingouvernable. Il va y avoir un gel de la politique française. Alors, c'est pas la politique qui va être gelée, mais je pense qu'on va faire du surplace pendant 1 an. Et je vois pas comment on peut pas, à terme, avoir une nouvelle dissolution l'année prochaine. Parce que j'ai beau retourner le Rubik's Cube dans tous les sens, je vois pas comment on peut trouver une majorité apte. Majorité, j'entends une majorité suffisamment solide, apte à pouvoir agir. C'est tout le génie du président de la République. Il a mis la 4e dans la 5e. C'est absolument incroyable, quoi. C'est une C'est-à-dire que lui, il voulait une clarification. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il a accentué la crise ? Il aurait dû consulter Charles Denner dans L'aventure, c'est l'aventure. Qui était un grand spécialiste de la clarté dans la confusion. Eh bien, on est dans la confusion la plus totale. C'est vraiment terrible d'en arriver là, parce que pour être sérieux, contrairement à nos voisins européens, qui ont tout à fait l'habitude de ce genre de situation, mais qui arrivent avec le temps, parce qu'ils prennent le temps à trouver des gouvernements de coalition, des majorités de coalition à partir de contrats de gouvernement. Parce que c'est en Allemagne, par exemple, je crois que le contrat de gouvernement qui scelle l'accord entre les 3 partis au pouvoir actuellement, il fait 180 pages. Enfin, c'est quelque chose... Mais là, c'est impossible. Comment voulez-vous, par exemple, que le parti qui est... la formation qui est arrivée en tête, qui s'appelle le Nouveau Front Populaire, arrive à gouverner, alors que l'un de ses, un de ses arguments programmatiques, c'est l'abrogation de la réforme des retraites. Je ne vois pas comment il peut faire cette abrogation de la réforme des retraites sans s'allier, par exemple, avec le Rassemblement national. Parce que les autres groupes étaient plutôt contre. On est dans une situation absolument absurde. Ouais, je vous fais réagir, Pierre, mais un mot d'Olivier. On est dans une configuration inédite aujourd'hui, Olivier, avec une post-dissolution, une assemblée post-dissolution qui n'a pas de majorité absolue et qui en est très loin. Ils sont à quasiment 100 sièges de la majorité absolue. Oui, et de ce point de vue, c'est quand même l'échec de cette dissolution qui était censée clarifier les rapports de force. Il n'en est rien. Et alors... Il va falloir changer de culture politique presque, mais très vite, puisqu'il faudra bien trouver un contrat de gouvernement. Alors, il est vrai que cela semble aujourd'hui, en plus du fait des positions qui ont été prises hier soir, qui semblaient, dans tous les cas au départ, très maximalistes. Pour le Nouveau Front Populaire, il s'agit d'appliquer le programme. Pour Laurent Wauquiez, il n'est pas question de se rallier au macronisme. Donc comment faire ? Il va bien falloir négocier et je pense que cela va créer des tensions au sein des groupes parlementaires et peut-être occasionner quelques recompositions à partir de ces groupes. S'ils n'entrent pas dans une démarche, je dirais, de négociation, alors le système est bloqué. Et les institutions de la 5e dysfonctionnent. Pierre, peut-être sur ce que disait Yves, est-ce que le Nouveau Front Populaire va devoir tendre la main au-delà de son périmètre, et notamment au Rassemblement national sur certains points ? Je ne pense pas que le Nouveau Front Populaire tende la main au Rassemblement national, c'est une certitude. En revanche, mais sur la réforme... Comment on approche la réforme des retraites je pense que sans Rassemblement national ? Je pense que c'est très simple. Il n'y a pas besoin de gouverner pour abroger la réforme des retraites. Il suffit qu'un des 3 groupes, ou 4 groupes, du Nouveau Front Populaire dépose dans le cadre de sa niche parlementaire une proposition de loi qui vise à abroger la réforme des retraites. La gauche n'est pas comptable des votes de l'ensemble des personnes qui siègent à l'Assemblée nationale. Si l'extrême droite vote, faire avec les voix du RN. C'est la démocratie qui le dira. Après, il y a quand même quelque chose de positif dans cette élection, je trouve, c'est que quand on fait la démonstration que l'on décorrèle les élections législatives de l'élection présidentielle, il y a un regain de mobilisation des Français. Alors certes, on est dans un enjeu qui est quand même différent de bien d'autres élections législatives, mais il y a quand même cette mobilisation très forte qui est constatée depuis le premier tour jusqu'à hier.
hier, la participation très importante. Donc ça veut dire qu'il y a une volonté quand même de participer. Et je pense que le fait que ce soit décorrélé de l'élection présidentielle montre qu'il y a une véritable envie de redonner du pouvoir au Parlement. Et c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'on redonne le pouvoir au Parlement. Et c'est vrai que si demain il n'y a pas de majorité, il peut y avoir des majorités d'idées ou en tout cas des majorités de projets qui se créent en fonction des sujets à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que c'est plus le gouvernement qui est maître du jeu de l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, mais c'est le Parlement. Et s'il y a peut-être une idée qui est proposée dans le cadre du nouveau Front populaire ou du programme du nouveau Front populaire, sans parler de 6e République, mais qui peut converger avec les aspirations des macronistes par exemple, c'est la rénovation des institutions françaises. Et je pense qu'un des messages à retenir hier, c'est quand même cette volonté de redonner du pouvoir au peuple, redonner le pouvoir au Parlement. Et peut-être que si pendant un an c'est l'immobilisme total, peut-être qu'il y a une possibilité de s'entendre entre centristes et la gauche sur la nécessité d'engager une réforme institutionnelle. Et je pense que ce serait utile de consacrer un an, d'associer les Français à un processus constituant, je ne sais pas, ou en tout cas de repenser les règles du jeu démocratique. Non mais c'est intéressant ça, parce que c'est peut-être un des messages envoyés, c'est possible. C'est une remise en question du pouvoir tout-puissant du président de la République. Et les Français qui disent, nous, on veut que ça soit davantage équilibré. On veut fonctionner finalement comme nos voisins. Et c'est Gabriel Attal lui-même qui l'a dit hier soir. À compter de demain, le centre de gravité du pouvoir sera plus que jamais entre les mains du Parlement. Ça paraît assez clair, mais pas complètement quand même. Oui. Parce que le président de la République, et puis en plus, c'est un président de la République, vous me direz tous les présidents de la République, peut-être en dehors de Hollande, mais qui a un caractère particulier quand même. Il n'entend pas se faire déposséder de son pouvoir. Oui, et puis l'ordre du jour reste quand même pour sa moitié maîtrisé par l'exécutif. Et sur les 2 semaines du Parlement, une seule semaine permet d'inscrire des propositions de loi parlementaires. Donc c'est quand même modéré en termes d'espace dans l'ordre du jour, ce qui est à discrétion de l'Assemblée. Bon, voilà. Et puis le gouvernement a toujours ses instruments. Et vous avez déjà des constitutionnalistes qui vous disent on peut gouverner sans véritable majorité. Et alors on va retrouver la batterie des instruments qui ont déjà été utilisés, très contraignants pour l'Assemblée. Enfin, c'est pas gagné cette affaire de regain du Parlement. Et je ne sais pas trop ce que les électeurs avaient en tête et s'ils pensaient institution quand ils allaient voter. Moi, je pense qu'ils sont allés voter là massivement pour faire barrage parce qu'il y a une peur d'un gouvernement Rassemblement national. C'est ça aussi qui doit rester dans les esprits à la fois de NFP et de Ensemble. Parce que leur victoire est surtout due à ceci. On va regarder les résultats bloc par bloc. On va rentrer dans le détail avec Alex Poussard qui nous rejoint. Alex qui va nous faire des points évidemment réguliers sur ces résultats. Alex, on va parler des résultats de la gauche, les gagnants dans quelques instants. Mais d'abord, le grand perdant de cet entre-deux tours, c'est le Rassemblement national. Effectivement, Oriane, 126 députés pour le Rassemblement national, 143 si on compte les troupes d'Éric Ciotti alliées au RN. C'est une déception, mais ça reste un score historique pour le parti de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Alors on va regarder les résultats de certaines personnalités du RN et notamment la réélection de Jean-Philippe Tanguy, réélu dans le département de la Somme avec 57,5% des voix dans un duel avec le parti présidentiel. Laurent Jacobelli est lui aussi réélu en Moselle avec 54,4% des voix dans un duel cette fois face au nouveau Front populaire. La sœur de Marine Le Pen, Marie-Caroline Le Pen, a elle été battue de justesse dans la Sarthe à 200 voix près contre la candidate de la gauche Élise Leboucher. Et puis défaite également pour l'ancien sondeur Jérôme Sainte-Marie, candidat du RN dans les Hautes-Alpes. Il récolte 48,4% des voix et est battu par une socialiste. Alors, quel est le résultat du côté des alliés du Rassemblement national ? Alors, 17 députés LR alliés au RN ont été élus. On le rappelle, il faut 15 députés au moins pour former un groupe politique à l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'Éric Ciotti va peut-être, sans doute, pouvoir former son groupe à l'Assemblée. Le président de ces LR alliés au RN a d'ailleurs été réélu dans les Alpes-Maritimes avec 45% des voix dans une triangulaire face au nouveau Front populaire, 32%, et face à Greg Monetti, le candidat du camp présidentiel et surtout le candidat de Christian Estrosi, le maire de Nice, qui réalise donc 23% des voix. Greg Monetti. Les Républicains de Montauban, Brigitte Barège, qui a suivi Éric Ciotti dans son alliance avec le RN, elle a été élue députée du Tarn et Garonne avec plus de 51% des voix. Et elle s'impose face à une figure du Parti socialiste, Valérie Rabault, qui avait été, on le rappelle, vice-présidente de l'Assemblée
nationale. Et puis Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France, est battu dans sa circonscription de l'Essonne. Il arrive deuxième avec 37,4% des voix. Derrière Béranger Cernon, candidat du Nouveau Front Populaire, plus de 40% des voix. Et devant François Durovray, le président LR du conseil départemental de l'Essonne, qui a récolté 22% des voix. Merci Alex. À tout à l'heure, on va parler des résultats de la gauche. Yves, un mot sur ces résultats du Rassemblement national, parce qu'on parle de défaite au vu des résultats du premier tour, mais ils ont quand même le groupe le plus important à l'Assemblée nationale qu'ils n'ont jamais eu, et en plus avec un scrutin majoritaire. Oui, bien sûr, non, mais ils progressent depuis maintenant plusieurs élections. Je rappelle qu'en 2017, en 2012, il n'était que 2 à l'Assemblée nationale, si ma mémoire est bonne, et que maintenant ils sont quelques 100... Et 8 en 2017. 126. Oui, c'est ça, 8 en 2017. Non, c'est quand même une désillusion pour eux, parce que pendant toute la semaine de l'entre-deux tours, tout avait été mis en scène pour que Jordan Bardella soit Premier ministre. Ils s'y voyaient déjà, d'ailleurs. C'était d'ailleurs pour eux une surprise, parce qu'ils n'étaient absolument pas prêts pour gouverner, on va dire quand même la vérité. Et ils étaient d'ailleurs sur le reculoir par rapport aux propositions programmatiques qu'ils avaient faites par le passé. Et moi, ce que je retiens de cette partie de l'hémicycle, c'est quand même le relatif échec quand même d'Éric Ciotti. Parce que Éric Ciotti pensait, dans un premier temps, d'abord partir avec un bon nombre de candidats à cette élection législative. Il en a eu moins que prévu. En tous les cas, il n'y en a pas eu beaucoup de son parti, les Républicains. Et puis le résultat est quand même pas très bon. Je ne sais pas s'il va pouvoir constituer un groupe. Apparemment, si. C'est ric-rac, selon le dernier décompte. Ouais. Mais on va parler d'Éric Ciotti parce qu'on va aller à Nice dans quelques secondes. Mais peut-être un mot, Pierre, parce qu'on le disait, c'est la première fois qu'il y a un tel écart entre les résultats du premier tour et les résultats du second tour, et qu'ils sont à ce point infirmés. Hier, Jordan Bardella, il pointait du doigt ce qu'il a nommé, je cite, une alliance politicienne contre nature, une alliance du déshonneur. Oui, c'est sans doute ce qu'il avait de mieux à dire pour son camp. Mais je ne parlerai pas de défaite du Rassemblement national. Je trouve au contraire que ils ne font que progresser d'élection en élection, et ils doublent pas, mais presque, avec les alliés d'Éric Ciotti, leur nombre de députés à l'Assemblée nationale. C'est pas rien d'imaginer qu'un quart de l'hémicycle est rempli par l'extrême droite. Donc on a beau se rassurer, on a beau expliquer que la gauche est la surprise de cette élection, c'est difficile de relativiser quand même une assemblée avec autant de force aussi... autant venu, en tout cas, des rangs de l'extrême droite. Donc, souvenez-vous, un sondage d'ailleurs qui avait été publié chez vous la semaine dernière par Odoxa, on nous expliquait il y a encore une semaine que le barrage républicain se ferait... Les Français étaient davantage prêts à faire un barrage contre la gauche qu'un barrage contre l'extrême droite. Force est de constater que les choses se sont un tout petit peu inversées, tout le monde a repris ses esprits, et que cette gauche n'était pas aussi migrationniste, aussi gauchiste qu'elle ne l'était, puisque les gens ont fait le barrage républicain. Mais le score de l'extrême droite est historique, et je le disais tout à l'heure, mais j'imagine que tout le monde en a conscience, mais c'est vrai qu'on se dit à chaque fois, c'est pour le coup d'après. Marine Le Pen l'a d'ailleurs dit, elle dit que ça n'est que repousser l'échéance vers laquelle l'extrême droite peut prendre le pouvoir, et c'est vrai que la situation dans laquelle on est aujourd'hui, avec cette impossibilité de trouver des majorités, ou en tout cas peut-être des majorités de projets, risque de conforter le discours de Marine Le Pen, qui a toujours été cette classe du système qui est prête à s'allier contre nous, et nous qui sommes du côté du peuple. Donc il y a un an, là c'est vrai que les 1 an qui vont arriver vont être assez décisifs. Marine Le Pen a joué le registre sur lequel elle sait le mieux se mobiliser, c'est le registre de la je vais pas y arriver, de la culpabilité, la victimisation. Depuis hier, elle est un peu là-dessus, et voilà, donc ça va être tout l'enjeu pour le reste des forces de l'Assemblée nationale, que de trouver les moyens de faire progresser le pays pendant l'année qui arrive. Un mot avant d'aller à Nice, Olivier Roucan, sur ce que disait hier Jordan Bardella, qui, on disait, a pointé une alliance du déshonneur, et qui dit le Rassemblement national est désormais la vraie force d'alternance au parti unique qui va de Philippe Poutou à Édouard Philippe.
Bon, c'est un vieil argument déjà du Front National. Le Front National ou le Rassemblement National, seul contre tous. Avant, c'était la bande des quatre. Maintenant, bon, très bien. On a compris la rhétorique. La réalité, c'est que quand même, en effet, il y a une progression en termes de suffrage exprimé et... on le voit territorialement aussi, tout l'arc méditerranéen voit des candidats Rassemblement National élus, confirmation du succès en partie dans le nord et dans l'est. Donc il y a un ancrage et local et même si les Républicains résistent, c'est un parti d'élus. Je me demande comment doivent réagir dans ces aires les élus locaux républicains en pensant à la suite. Et puis sur les reports de voix quand même, je remarque d'après les données Ipsos, les électeurs de la droite, les républicains, lorsqu'il y avait un candidat NPF face à un candidat RN, ont voté pour 34% pour un candidat RN et seulement pour 29% pour un candidat Nouveau Front Populaire. Donc, on voit bien quand même que pour la suite, les élus vont être dans un étau. Et puis pour terminer, par rapport à Ciotti et tempérer ce que disait Yves tout à l'heure, son pari local, il n'est pas perdu. Ah non, ça c'est sûr. Mais attendez, on va y aller. C'est ce qu'il visait. Je vais vous interroger après, on va y aller. On y va tout de suite à Nice, on retrouve Stéphanie Despierres. Bonjour Stéphanie, merci beaucoup d'être avec nous. Stéphanie, vous avez suivi la soirée électorale d'Éric Ciotti. Est-ce qu'Éric Ciotti a remporté son pari en se ralliant avec Jordan Bardella ? Non, c'est un pari raté pour Éric Ciotti. Il espérait que son ralliement au RN lui permette d'obtenir un grand nombre d'élus. Ils étaient 63 sur la ligne de départ. Finalement, les amis d'Éric Ciotti, c'est leur bannière officielle, ne sont que 17 à devenir députés selon le dernier décompte. Cela permet de faire un groupe à l'Assemblée, mais un groupe qui ne pèsera pas beaucoup. Les candidats LR et RN se sont heurtés de plein fouet au Front républicain, alors que les Républicains restés fidèles à la ligne historique du parti, eux, ont bien résisté. Alors hier soir, devant des militants très déçus, Éric Ciotti a quand même tenté de justifier son alliance avec le RN. Il a lancé « Notre victoire complète n'est une question de temps. Nous allons y arriver. Ayez confiance ». Selon lui, les résultats prouvent néanmoins que quand une partie de la droite refuse de s'unir, elle reste aux portes du pouvoir. Éric Ciotti a surtout fustigé une alliance de la honte entre Emmanuel Macron et les Insoumis. Seul motif de consolation hier soir pour le camp Ciotti, les résultats locaux. Éric Ciotti est réélu très largement avec 45% des voix. Il est loin devant Olivier Salerno, le candidat du Nouveau Front Populaire, et surtout loin devant le candidat du camp présidentiel, Greg Monetti, soutien du maire de Nice, Christian Estrosi, qui, vous le savez, est le rival d'Éric Ciotti. Éric Ciotti a désormais en ligne de mire un nouvel objectif, la mairie de Nice en 2026. Merci Stéphanie, merci beaucoup. Vous étiez avec nous depuis Nice sur les terres d'Éric Ciotti. Alors, il a remporté sa circonscription, mais est-ce que c'est un échec pour son avenir national et pour la ligne qu'il a voulu donner au LR ou pas ? Non, j'irai pas jusque-là. Non, c'est un coup d'essai qui a pas marché, là. C'est vrai. Il pensait vraiment qu'il pourrait... Mais je pense que Éric Ciotti, dans sa démarche après les élections législatives, il se voyait ministre déjà. C'est-à-dire qu'il pensait que le Rassemblement national allait remporter la mise aux législatives et que lui ferait partie de l'aventure. Or, c'est pas ce qui s'est produit. Et qu'est-ce qui s'est produit ? Alors, contre toute attente aussi, parce que c'est une des surprises, c'est quand même la bonne résistance des Républicains. Bon, alors évidemment, si on fait un zoom arrière, on s'aperçoit qu'ils ont perdu beaucoup de plumes depuis maintenant des dizaines d'années, mais ils arrivent à conserver leur groupe. Conserver leur groupe, d'une part, et deuxièmement, ils se donnent un chef, là. Je peux me tromper, mais je pense que Laurent Wauquiez, qui a été considéré, alors c'est d'ailleurs Éric Ciotti qui l'avait mis sur orbite pour la présidentielle, là, du coup, Laurent Wauquiez revient à l'Assemblée nationale et il va probablement diriger le groupe. C'est un peu sa revanche par rapport aux défaites qu'il a subies et de la part de son camp, d'ailleurs, qui lui avait tourné le dos après des élections qui avaient été ratées, c'est les élections européennes. On va reparler de Laurent Wauquiez, puisqu'on sera au Puy-en-Velay dans une petite demi-heure, mais on va parler des vainqueurs de ce scrutin, le Nouveau Front Populaire.
Et on va accueillir à nouveau Alex pour voir les résultats des principales personnalités de ce nouveau Front populaire. Alex, un petit point avec vous, qu'en est-il? Alors, parmi les 182 sièges du nouveau Front populaire, les Insoumis ont élu 75 députés, les socialistes 65, les écologistes 33 députés, et il reste 9 députés communistes. On peut également citer les 11 députés divers gauche qui pourront être redistribués dans certains groupes. Alors, on va regarder les personnalités de gauche élues hier soir. Chez les socialistes, il y a d'abord François Hollande, l'ancien président de la République, qui est élu député de Corrèze avec plus de 43% des voix dans une triangulaire face au RN et au LR. Le député socialiste sortant Jérôme Guège, qui avait refusé l'alliance du Front populaire avec les Insoumis, eh bien, il est réélu dans l'Essonne avec plus de 74% des voix face à une candidate du RN. Ça passe également pour l'ancien président du groupe socialiste à l'Assemblée, Boris Vallaud, réélu dans les Landes face au Rassemblement national avec 56,6% des suffrages. Et puis l'ancien ministre de la Santé d'Emmanuel Macron, Aurélien Rousseau, passé à gauche, candidat du nouveau Front populaire dans les Yvelines. Il est élu député avec plus de 39% des voix dans une triangulaire face à une ancienne ministre macroniste, Nadia Hay, et face à la chef gastronomique Babette de Rosière, qui était la candidate d'Éric Ciotti. Quel résultat à retenir du côté des Insoumis? Bien, il y a une victoire à noter, c'est celle de Raphaël Arnaud, insoumis, militant antifa, critiqué par la droite car il est fiché S. Eh bien, il a conquis une circonscription du Rassemblement national dans le Vaucluse avec près de 55% des voix. Il y a un petit peu d'avance, allez-y. Voilà. Là, c'est Raphaël Arnaud qui est donc nouveau député insoumis du Vaucluse. On revient à Louis Boyard. On va revenir au résultat d'avant avec un autre jeune insoumis qui l'a emporté hier soir, c'est Louis Boyard dans le Val-de-Marne. Réélu avec près de 47% des voix dans une triangulaire, vous le voyez, face au candidat LR-RN Arnaud Barbotin et face au candidat Renaissance Loïc Signor, donc victoire de Louis Boyard. Une défaite en revanche pour Rachel Keke, l'insoumise, toujours dans le Val-de-Marne. Elle avait marqué l'opinion il y a 2 ans car c'était une femme de ménage qui faisait son entrée à l'Assemblée nationale, mais elle est battue aujourd'hui par le maire Les Républicains de l'Haye-les-Roses, Vincent Jeanbrun. Elle est battue à 600 voix d'écart. Qu'en est-il des Insoumis frondeurs, ceux qui critiquent la ligne Mélenchon? Eh bien, chez ces désormais ex-insoumis ou les purgés, ils ont différents surnoms, François Ruffin a été réélu dans le département de la Somme avec près de 53% des voix face à une candidate RN. Alexis Corbière est réélu dans le département de Seine-Saint-Denis avec 57% des voix face à la candidate investie par la France insoumise Sabrina Ali Benali. Et puis, même performance pour Daniel Simonet, réélu largement à Paris avec 74% des voix face à la candidate officielle de la France insoumise, Céline Verzelletti. Un mot des communistes et des écologistes? Oui, l'ancien président du groupe communiste à l'Assemblée nationale, André Chassaigne, député depuis 22 ans, est réélu dans le Puy-de-Dôme avec 55% des voix face au RN. Et puis l'ancienne présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, Cyrielle Châtelain, est réélue dans l'Isère avec 62% des voix contre un candidat, là encore, du Rassemblement national. Merci Alex. À tout à l'heure, on voit les résultats de ces personnalités de gauche. Pierre, est-ce que le plus dur commence aujourd'hui pour le nouveau Front populaire? Écoutez, on a dit que cette alliance était totalement improbable. C'est vrai que personne n'imaginait que cette alliance des gauches allait être possible. C'était d'ailleurs sans doute un des paris d'Emmanuel Macron quand il a fait la dissolution. On imaginait qu'il allait y avoir une division de la gauche qui lui permettrait d'arriver le plus possible au second tour et que donc la mobilisation de la gauche ferait qu'elle aurait fait élire davantage de députés de macronistes. Ce n'est pas le cas. Et donc aujourd'hui, on a quand même une gauche qui a réussi à se mettre d'accord sur un plan stratégique, d'accord sur un plan programmatique. Et en tout cas, dans les voix que j'ai entendues hier émerger, j'ai le sentiment qu'il y a une convergence sur la stratégie. C'est-à-dire que c'est Jean-Luc Mélenchon dit c'est le programme, tout le programme, rien que le programme. Olivier Faure dit il n'y aura pas de compromission possible avec les macronistes et c'est le programme du nouveau Front populaire qui doit primer. Bon, il y a ce que l'on dit le soir d'un résultat électoral et puis il y a la réalité du quotidien qui fait qu'il va falloir à un moment donné que cette gauche-là prennent ses responsabilités. Ils aspirent à gouverner et ils ont bien raison de le penser parce que c'est eux qui arrivent en tête du scrutin. J'ai compris aussi qu'il y avait quand même un rééquilibrage à gauche. C'est aussi une des informations hier. Hein. On parle beaucoup du Rassemblement national, mais ceux qui connaissent la plus forte progression, même si c'est un parti installé depuis longtemps, c'est le Parti socialiste qui fait quand même plutôt un très bon score, qui double presque le nombre de ses députés. Et c'est vrai que ça change un peu la donne sur... on parlait tout à l'heure de
la matrice un peu, ou en tout cas la colonne vertébrale de qui va donner le ton à l'Assemblée nationale, la France insoumise ne peut plus revendiquer seule l'hégémonie à gauche. Donc il va y avoir nécessairement des compromis des discussions qui vont être forcées avec d'autres groupes de l'Assemblée nationale, mais y compris au sein du Nouveau Front Populaire, sans doute il va y avoir des discussions. Sans doute déjà cette nuit il y a eu des discussions, c'est certain, mais je pense que ce serait il y a une responsabilité historique, on n'arrête pas de le dire, mais c'est vrai que l'enjeu c'est quand même que dans un an l'extrême droite ne reprenne pas le pouvoir, donc j'ai assez confiance pour que la gauche se mette d'accord sur la stratégie d'une possible dissolution. Voilà. Yves, ce matin sur RTL, Marine Tondelier estime qu'Emmanuel Macron doit appeler dès aujourd'hui le Nouveau Front Populaire à lui transmettre un nom de Premier ministre. Mais est-ce qu'ils réussiront à se mettre d'accord sur un nom de Premier ministre ? C'est tout l'enjeu. Pour le moment, ça va être compliqué. Je ne sais pas si un nom peut sortir aujourd'hui. Moi, ce qui ne m'a pas échappé, c'est quand même le discours et l'intervention de Jean-Luc Mélenchon 5 minutes après la proclamation des résultats, qui tout de suite prend la parole, c'est-à-dire prend le pouvoir. Ça veut dire ça. Ça veut dire c'est moi qui décide et c'est moi le groupe La France Insoumise la France Insoumise, oui, le groupe La France Insoumise est majoritaire à l'intérieur de ce Front Populaire, et Jean-Luc Mélenchon n'entend pas du tout se laisser marcher sur les pieds, j'ai l'impression. Et quand il dit le programme, tout le programme, rien que le programme, ça rend les choses compliquées, puisque on disait que sans un contrat de gouvernement avec des partenaires, la France était ingouvernable. S'il continue sur ce discours-là, c'est un discours qui est voué qui dirige la France dans une impasse totale. Je ne vois pas comment on peut s'en sortir. En plus, évidemment, des rivalités qui peuvent exister à l'intérieur de son camp. Olivier, on voit que c'est compliqué politiquement. Juste peut-être un petit point constitutionnellement. Que doit faire Emmanuel Macron ? Est-ce qu'il est obligé d'appeler un Premier ministre dès aujourd'hui, sachant que Gabriel Attal a dit qu'il remettrait sa démission ce matin ? Ou est-ce qu'il peut attendre la constitution de la nouvelle Assemblée et qu'on y voit plus clair sur les groupes ? Je reviens sur la gauche pour faire remarquer quand même que donc les rapports de force s'équilibrent, on l'a dit, que LFI n'est plus la composante majoritaire si l'on prend en compte les écologistes et les divers gauches, et que au sein de LFI, il y a quand même également un travail qui se produit. Donc Jean-Luc Mélenchon, certes, mais il va peut-être y avoir des recompositions, et le centre de gravité à l'intérieur de la gauche a bougé, ne serait-ce qu'entre les européennes et ce qui s'est passé hier, je pense. Pour autant, il peut y avoir une stratégie qui est celle de peut-être de se poser la question de l'intérêt à gouverner dans le cadre, dans le contexte qui est celui que nous connaissons. Et par rapport à ce que vous disiez, le gouvernement, le président va devoir attendre. Il a d'ailleurs dit qu'il y ait une structuration, a-t-il dit, c'est-à-dire quoi, comment se configurent les groupes parlementaires, comment commencent à se répartir les postes au sein de l'Assemblée, et à partir de là, il pourra composer un gouvernement. Donc il peut y avoir une gestion des affaires courantes, et on voit bien quand même que il y a une temporalité qui est celle de l'été, peut-être, qui peut passer. Mais bon, à un moment donné, il va quand même falloir désigner un Premier ministre. Ça veut dire que Gabriel Attal peut rester jusqu'à la fin des JO. La méthode parlementaire, je crois que c'est Clémentine Autain hier qui très tôt a dit, il faut que l'ensemble du Nouveau Front Populaire se réunisse et élise, ou désigne une figure. Ce qui va pas être évident ou facile, mais on voit bien en effet qu'on évolue vers des pratiques plus parlementaires que même si dans la Constitution le président nomme le Premier ministre. Bon, alors un mot, Pierre, après on va chez François Ruffin du côté très rapide. Justement, ça fera la bonne transition. Je dirais pas qu'il y a une défaite de la France insoumise, mais c'est une des forces qui est stable, qui ne progresse pas. Et non seulement elle progresse pas, mais la stratégie qui a été celle de Jean-Luc Mélenchon de mettre à l'écart tous ceux qui ont eu des voix un peu dissonantes ont gagné les élections. Je pense à Alexis Corbière, Daniel Simonet ou François Ruffin. Eh ben on y va justement, on va du côté d'Amiens, dans la circonscription de François Ruffin. On retrouve Karim Yayaoui. Bonjour Karim, journaliste à France 24. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous avez suivi la soirée électorale du côté de chez François Ruffin. François Ruffin critique
très critique de la ligne Mélenchon qu'il a donc emporté de justesse. Il a emporté de justesse une soirée riche en émotions. Il avait donné rendez-vous à ses partisans dans un complexe sportif de Flexcourt. C'est une commune de Picardie où Marine Le Pen a fait 65% à la présidentielle en 2022. C'était beaucoup d'émotions pour ses militants lorsqu'ils ont d'abord découvert que François Ruffin allait virer en tête et que les résultats étaient consolidés. Et puis émotion à la vue des résultats au niveau national. François Ruffin s'est exprimé bien après Jean-Luc Mélenchon aux alentours de 21h10 sans aucun triomphalisme en expliquant que même là, si ce front de la Somme avait résisté, eh bien, ils avaient tout de même perdu 8 points par rapport aux élections législatives de 2022. François Ruffin qui a soigneusement évité les questions qui concernent le jour d'après. Il a voulu savourer sa victoire. On a aussi recueilli un peu la parole des militants. Une femme nous expliquait que cette soirée, c'était un peu comme un accouchement, quelque chose de douloureux, mais à la fin, une intense joie. Et puis beaucoup de ces militants qui étaient rassemblés ne veulent pas qu'on tourne le dos à tous ceux qui ont voté pour le Rassemblement national. Il ne faut pas les abandonner. En tout cas, pour François Ruffin, c'est désormais une nouvelle bataille qui commence, une bataille qui concerne toute la gauche, celle de l'union. Il faudra faire taire les frictions. En tout cas, François Ruffin ne siégera pas au sein de la France insoumise, mais avec l'étiquette Picardie debout. Et d'ailleurs, hier soir, il n'y avait que des drapeaux Picardie debout et aucun drapeau La France insoumise. Merci beaucoup Karim, merci pour ce point du côté de la Somme dans la circonscription de François Ruffin, symbole de la ligne de fracture à la France insoumise. Il y a quelques jours, il parlait du boulet Mélenchon, François Ruffin. Oui, bien sûr, il y a une fracture et Pierre a raison, les dissidents, à part Raquel Garrido qui n'a pas été réélue. À qui s'est désisté. Les 4 autres ont été réélus. Ils ont tous été réélus, et plutôt bien réélus d'ailleurs. Donc il y a une question qui se pose effectivement sur l'avenir. Mais moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon ne sera pas malléable comme ça. Je pense que ça sera compliqué, très compliqué. Ça veut dire ça va être très intéressant. Il va imposer un insoumis à Matignon, c'est ce que vous pensez? Je ne sais pas, peut-être. Mais ce qui va être très intéressant, et ça c'est tout à fait inédit dans l'histoire de la Ve République en France, c'est que si ça se trouve, on va attendre 2 mois avant d'avoir un nouveau Premier ministre. Enfin, là, on va jouer à l'allemande, si vous voulez. Ça va être intéressant de voir. Moi, je ne crois pas que le président de la République puisse faire l'économie de proposer au moins à quelqu'un de la gauche de cet ensemble du nouveau Front populaire. À mon avis, il ne peut pas échapper à proposer le poste de Premier ministre à cet ensemble-là. Mais est-ce qu'il faut qu'ils se mettent d'accord avant? Après, c'est à eux de faire leur cuisine, mais je ne vois pas constitutionnellement, c'est pas écrit, mais je ne vois pas comment ils peuvent faire autrement, parce que ça serait considéré comme une... On va demander aux constitutionnalistes. Non, mais sauf s'il y a un accord programmatique avec LR. Avec LR, bien sûr. Oui, mais apparemment, c'est mal parti. Voilà, ça semble mal parti, sauf que là aussi, on a quand même à l'intérieur du groupe LR des positions. Vous disiez tout à l'heure, Laurent Wauquiez peut être président de groupe. Rappelons-nous quand même des conditions de son départ en 2019. Il n'y a pas d'union derrière Laurent Wauquiez. Donc ça peut être compliqué aussi de ce côté-ci. On va parler du 3e bloc. On va retrouver Alex qui nous rejoint. Le 3e bloc, c'est le camp présidentiel. Et Alex, on va regarder les résultats du camp présidentiel qui a résisté mieux que prévu. Oui, 163 sièges pour Ensemble le camp présidentiel. Et quand on fait le détail des différents partis, il y a 99 députés Renaissance, 33 députés du MoDem, 26 députés d'Horizon, le parti d'Édouard Philippe. Alors il y a eu beaucoup de ministres élus et réélus hier soir. Le premier d'entre eux, Gabriel Attal, a été réélu dans les Hauts-de-Seine avec plus de 58% des voix. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est réélu dans le département du Nord face au RN. Il décroche 61% des suffrages. L'ancienne première ministre Elisabeth Borne est réélue dans le Calvados avec 56% des voix contre un candidat RN. Et puis celle qui présidait jusque-là l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, l'emporte également dans les Yvelines dans une triangulaire face à la gauche et face au candidat LR
LR allié au RN, Jacques Millard, donc Yael Braun-Pivet, 49% des voix. Et puis, autre ministre à avoir été élu hier soir, on peut évoquer Agnès Pannier-Runacher, qui a été élue dans le Pas-de-Calais avec près de 56% des suffrages face au Rassemblement national. Et puis, on peut également citer le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, qui a été élu dans les Hauts-de-Seine pour la première fois avec 72% des voix. Voilà, pour Renaissance, qu'en est-il des alliés du camp présidentiel Horizon et le Modem? Alors du côté du parti d'Édouard Philippe, Horizon, l'ancien président de groupe à l'Assemblée nationale, Laurent Marcangeli, résiste à la poussée du RN en Corse. Il est réélu député de Corse du Sud avec 63%. Ouais, 63, parce que sinon ça ne marchait pas. Voilà, c'est ça. Avec 63% des suffrages. On peut, du côté du parti le Modem allié dans ce camp présidentiel, eh bien, on peut citer Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, qui a été réélu dans le Loir-et-Cher avec 60% des voix. Et du côté du Modem, ça ne passe pas, en revanche, pour la ministre Sarah El Haïry, qui est défaite par la gauche dans une triangulaire dans son département de Loire-Atlantique. Alors ça, c'est pour les réélus, mais il y a aussi des battus. Oui, l'ancien porte-parole du gouvernement et ancien ministre de la Santé pendant le Covid, Olivier Véran, n'a pas été réélu dans le département de l'Isère. Il s'incline face au jeune insoumis Hugo Prévost dans une triangulaire. Le ministre de la Transformation publique, Stanislas Guerini, est lui battu par une candidate du nouveau Front populaire. C'est à Paris, 46% des voix pour Stanislas Guerini, mais ça ne suffit pas. Et puis on peut citer un sénateur. C'est le seul sénateur qui a été élu hier soir député, le centriste Philippe Bonnecarrère, élu dans le Tarn et Garonne. Il va donc passer d'une chambre du Parlement à l'autre. Et c'est quasiment la même trajectoire pour Valérie Létard, qui est ancienne sénatrice UDI. Elle avait quitté la Haute Assemblée en septembre dernier et elle a été élue hier soir députée du Nord grâce à sa victoire contre les RN avec 51% des suffrages. Merci beaucoup. Merci Alex pour ces résultats. Olivier, on le disait, le camp présidentiel qui a résisté beaucoup mieux que prévu. Alors, il a résisté beaucoup mieux que prévu, mais n'oublions pas le report massif de l'électorat de gauche. Et une fois de plus, on peut dire que la Macronie est sauvée ou, dans tous les cas, passe en grande partie au second tour du fait de l'apport de voix de gauche. C'est-à-dire que c'est la même logique que pour la présidentielle. Et ça, il faudra sans doute pas l'oublier. C'est ce qui devrait pousser, en effet, à choisir plutôt un Premier ministre et essayer de faire un gouvernement du côté gauche. Bon, ceci étant dit, il y a, deuxième remarque, une implantation quand même de ces élus dont vous avez montré les figures. On a beaucoup dit des élus hors sol, et finalement, quand même, il y a une résistance. On parlait de la résistance de LR, Renaissance, le Modem, sont maintenant repérés dans les circonscriptions. Ils obtiennent des résultats, ils résistent, même par temps de tempête. Il y a un affaiblissement, il n'y a pas un effondrement, on le disait déjà la semaine dernière. Par contre, Horizon, c'est une stagnation, on va dire, pour Édouard Philippe, qui rend son entreprise pour la suite peut-être un peu plus difficile que prévu. Et il y a là un Premier ministre, troisième remarque, qui a beaucoup compté, je pense, dans la dynamique des désistements et du bon report de voix pour faire barrage au RN. Et je pense que la figure de Gabriel Attal va, de ce point de vue, bénéficier de ce qui s'est passé hier. Oui, Gabriel Attal, un des gagnants du scrutin. Hier, il a tenu un discours, alors certes de Premier ministre, mais on avait plutôt l'impression que c'était un discours de futur candidat à la présidentielle. Hein. Oui, avec ces phrases et ces pics envoyés quand même au président de la République, on a le sentiment qu'il va faire la cohabitation depuis l'Assemblée nationale. Et dès la première phrase, cette dissolution, je ne l'ai pas choisie. Oui, je l'ai subie. Première phrase. Écoutez, moi je trouve que Gabriel Attal, il s'en sort quand même très bien, je trouve, politiquement. Il n'a pas eu la vie facile ces derniers temps. On voit bien qu'effectivement, il le dit, ce qui nous arrive collectivement, il l'a subi, il ne l'a pas choisi, il ne le voulait pas. Je trouve qu'il a eu des propos assez mesurés hier, même si je trouve que là encore, on risque d'avoir une déception assez forte, voire d'ailleurs, presque le résultat d'hier risque de générer des frustrations de partout. C'est-à-dire que je pense que l'électorat RN vit un moment très difficile parce qu'il s'apprêtait encore il y a 10 jours, on expliquait qu'ils allaient avoir la majorité absolue. La gauche qui crie victoire, mais qui n'a aucun moyen de gouverner, si ce n'est en faisant des compromis, si ce n'est quelques compromissions.
ce qu'elle ne fera sans doute pas pour une partie d'entre elles. Et puis ce discours qui, chez la majorité présidentielle, et je pense à Gabriel Attal qui n'a pas été très clair hier, mais j'ai entendu Gérald Darmanin, j'ai entendu d'autres figures de la majorité dire, rendez-vous compte, y compris jusque dans les éléments de langage de l'entourage du président de la République, disant hier, regardez, on nous avait dit qu'on perdrait énormément d'élus, au final on limite les dégâts et on s'en sort pas si mal. Et c'est vrai, Olivier a raison, parce que c'est quand même tout le problème, et que je parlais de frustration, c'est que la gauche a quand même fait élire Emmanuel Macron à 2 reprises. Emmanuel Macron à 2 reprises a même dit très publiquement en disant « j'ai bien conscience que c'est pas que mon électorat et ça m'oblige ». Et là, rebelote, on est dans une configuration où la gauche s'est massivement, et je dis vraiment massivement mobilisée, plus de 70% de l'électorat de gauche ont voté pour les candidats macronistes et de droite. C'est moins vrai pour les candidats macronistes, ou en tout cas l'électorat macroniste, ça a été rappelé. Et que donc du coup, on a quand même le sentiment que, encore une fois, c'est la gauche qui s'est fait avoir, Donc il va falloir faire attention à ce discours-là, et surtout de bien comprendre la frustration que génère une élection comme celle-là, où personne n'a gagné, si ce n'est le camp républicain, parce qu'il a défait l'extrême droite. Et justement, on va voir l'un des symboles de cette victoire du camp républicain, parce qu'on va aller dans le Calvados, dans la 6e circonscription du Calvados, à Vire, où on retrouve Katia Guilder. Bonjour Katia, vous êtes dans la circonscription d'Elisabeth Borne, l'ancienne première ministre qui a sauvé son siège hier soir. Et oui, exactement, Oriane. Et ici, comme vous le dites, incontestablement, le barrage républicain a fonctionné très efficacement en faveur d'Elisabeth Borne, qui récolte un score de plus de 56%. C'est 4 points de plus que lors des dernières élections. Pour elle, elle a notamment bénéficié d'un report très important des voix qui s'étaient portées au premier tour sur le candidat insoumis, le candidat du nouveau Front populaire, Noé Gauchard, arrivé 3e, avec 23% des voix. Le candidat insoumis qui s'était donc désisté pour permettre à Elisabeth Borne de sauver son siège. Ce n'était pas gagné, ce n'était pas évident, Oriane, puisqu'ici, l'ancienne première ministre avait quand même près de 5000 voix de retard sur le Rassemblement national. Le duel était donc très serré. Hier soir, Elisabeth Borne a remercié très particulièrement tous les électeurs de gauche qui ont voté pour elle. Ça n'allait pas de soi. Je sais que pour certains, ce n'était pas du tout évident, a dit l'ancienne première ministre. Ces électeurs de gauche qui ont tout de même mis de côté leur réserve à l'égard de celle qu'ils appellent ici Madame 49.3, qui a fait passer en force la réforme des retraites. Eh bien, ces électeurs qui avaient voté pour l'insoumis Noé Gauchard ont permis à Elisabeth Borne de sauver son siège ici dans la 6e du Calvados. Notez néanmoins le fort score du Rassemblement national qui a fait quand même 43%, une percée sur cette terre traditionnellement modérée. Si Katia, merci beaucoup. Vous étiez avec nous depuis Vire, la circonscription d'Elisabeth Borne. Elisabeth Borne, c'est peut-être un de ses symboles, ce Front républicain. C'est elle qui a porté la réforme des retraites. Elle passe grâce aux voix de la gauche. Est-ce que le camp présidentiel va devoir de toute façon changer d'attitude et changer de politique dans la future Assemblée ? On va voir, peut-être, oui. Non, mais c'est vrai que c'est pas le moindre des paradoxes que celle qui a porté la réforme des retraites soit élue grâce aux voix du parti qui a le plus milité contre cette réforme des retraites. C'est quand même assez cocasse, et c'est là où on s'y retrouve plus tellement. Est-ce que le président de la République, pour autant, doit... de toute manière, il doit tendre la main à la gauche. C'est à la gauche qu'il doit proposer la fonction de Premier ministre. Après, on verra. C'est pas en guise de remerciement, hein, c'est simplement parce que c'est une espèce de tradition républicaine. Il doit pas faire autrement. Après, c'est pas évident que ça marche, et c'est pas évident Mais pour les députés qui ont été élus hier, Elisabeth Borne, Gérald Darmanin, qui ont été élus grâce à l'apport des voix de gauche... Est-ce qu'ils peuvent changer ? Est-ce qu'ils peuvent changer ? Est-ce qu'ils peuvent doivent pas changer de discours. Non, mais ils peuvent changer d'attitude, mais ils peuvent pas changer de discours. Madame Borne ne va pas nous expliquer maintenant que cette réforme était une mauvaise réforme, parce que à ce moment-là, elle ouvre la porte au Rassemblement national, qui, comme l'a très bien dit Pierre, ne fait que progresser en dépit de tout ce qu'on raconte. Mais est-ce qu'ils sont coincés avec l'épée de Damoclès d'une dissolution qui pourrait arriver dans un an ? Ben évidemment, il peut y avoir une dissolution dans un an. S'ils inversent complètement leur discours, alors là, dans un an, ils sont balayés. Oui, et puis rappelons qu'à plusieurs reprises, Emmanuel Macron est En Marche Renaissance élu grâce aux apports de gauche, et tout de suite, gouvernement prenant des mesures qui droitisent énormément la majorité sortante. Donc pourquoi pas une troisième fois ? On verra.
Édouard Philippe, juste Pierre hier, et qui a eu un discours assez clair, il a dit les forces politiques centrales doivent trouver sans compromission un accord, sans RN, sans LFI, mais ce sera un accord temporaire. Je pense que Édouard Philippe a fait une erreur monumentale pendant cette campagne. C'est sa fameuse déclaration où il appelle au nini, c'est-à-dire qu'ici, il se retrouvait dans une situation où il aurait eu un candidat RN face à un candidat LFI. Il disait je ne choisis ni l'un ni l'autre. Et donc il mettait un trait d'égalité entre la LFI et le Rassemblement national. Je pense que là-dessus, il fait une erreur fondamentale. Par ailleurs... Et il a redit hier, accord sans RN, sans LFI. Oui. Mais j'entends bien. Je ne vois pas très bien comment c'est envisageable, d'autant plus qu'on a quand même un bloc de gauche qui est quand même solide, que j'ai entendu le premier secrétaire du Parti socialiste hier et Jean-Luc Mélenchon. Ils sont quand même assez alignés sur l'absence de volonté de créer des compromis avec le centre, même si, in fine, probablement, ils y seront un peu obligés, y compris sur des engagements comme la réforme institutionnelle ou peut-être d'autres sujets. Mais Édouard Philippe fait une deuxième erreur, sans doute à ne pas être dans l'hémicycle demain. On va avoir un hémicycle très politique, et ça a toujours été très politique, mais là quand même, on risque d'avoir Monsieur Attal, chef de file des macronistes, Laurent Wauquiez, chef de file de la droite. À gauche, on va voir comment tout ça va se structurer parce que les groupes ont aussi évolué. Il y a Marine Le Pen, chef de file du RN. Marine Le Pen, voilà exactement. Donc ce que je veux dire, c'est qu'Édouard Philippe va être un peu mis hors jeu du champ politique. Donc je pense que c'est une des personnalités qui a perdu hier, ou en tout cas, comme vous le disiez Olivier tout à l'heure, l'entreprise d'ici d'Édouard Philippe à 2027 est un peu compromise. Il a fait une erreur, Édouard Philippe, en ne se présentant pas. D'ailleurs, vous avez vu le nombre d'élus Horizon, ils ne sont pas très nombreux, ils sont 26, je crois. Par rapport aux autres groupes de la majorité sortante, c'est beaucoup moins. Donc c'est vrai que ça va être compliqué pour lui. Il ne perd pas beaucoup, il perd moins que les autres groupes. Oui, d'accord, mais c'est pas un très très bon score, parce qu'il pensait faire mieux que ça. Il est candidat presque déclaré à l'élection présidentielle. Il ne va pas siéger, effectivement, au Palais Bourbon. Non, c'est pas simple pour lui, parce que je pense que dans la course avec Gabriel Attal, il a perdu beaucoup de longueur par rapport à Gabriel Attal, qui lui a bien mené sa barque. Et le résultat d'ailleurs de la majorité présidentielle, à mon avis, il est en grande partie, on peut lui attribuer en grande partie, parce qu'il a fait le job. Il a un discours qui est très clair, et vis-à-vis du président de la République, et vis-à-vis des autres partis. Donc là, Édouard Philippe, à mon avis, effectivement, a perdu du terrain. Vous êtes d'accord, Olivier, dans le match Attal-Philippe, c'est 1-0 pour Gabriel Attal, Pierre ? Oui, pour l'instant, on a l'impression que Gabriel Attal, encore une fois, du fait de la clarté de son discours sur les désistements, de la dynamique qu'il a insufflée, bénéficie à plein du maintien relatif de renaissance d'ensemble. Édouard Philippe, il a peut-être une chance, au-delà de sa stagnation, c'est d'enfoncer un coin dans LR. Si LR se fragilise entre pro-anti-Wauquiez, c'est le seul petit avantage, mais je suis d'accord avec vous, Pierre, mais petit avantage de son positionnement, qui est le même que, en gros, beaucoup de députés LR. C'était ni LFI, ni RN. Ça peut les rapprocher, simplement, ce ne sera pas avec 29 députés en position de force. Justement, on va parler des LR, c'est le quatrième groupe, quatrième bloc, alors moins important que les trois autres, mais on va aller voir l'une des figures de ce groupe LR, vous en parliez, c'est Laurent Wauquiez. On va au Puy-en-Velay, en Haute-Loire, le fief de Laurent Wauquiez. On retrouve Marion Becker. Bonjour Marion, merci beaucoup d'être avec nous. Marion, Laurent Wauquiez qui va donc faire son grand retour à l'Assemblée nationale. Et oui, Oriane, car Laurent Wauquiez a été confortablement élu hier soir avec 61,6% des suffrages. Il va donc retrouver son siège de député de cette première circonscription de Haute-Loire qu'il avait quittée en 2017. Alors c'était pour se consacrer à la politique nationale, être président des Républicains dans l'espoir de devenir le leader naturel de la droite pour la présidentielle. Mais depuis, voilà, la situation politique a changé. Alors Laurent Wauquiez s'est représenté
représenté. Il avait face à lui un candidat du Rassemblement national après le désistement de la candidate de la NFP qui, elle, a appelé au barrage républicain sans appeler directement à voter pour Laurent Wauquiez. Mais il y a bien eu un report de voix hier sur ce candidat Les Républicains, donc largement battu. Alors quelle place, quel rôle occupera Laurent Wauquiez dans cette nouvelle Assemblée nationale? C'est toute la question. En tout cas ici au Puy-en-Velay, dans son fief, dès hier soir, face à quelques journalistes, il s'est posé en leader, a annoncé qu'il allait mettre toute son énergie à reconstruire la droite. Il n'y aura pour lui ni coalition ni compromission dans cette nouvelle Assemblée, en tout cas de son camp, avec aucun des autres camps. Selon lui, en tout cas, cette élection acte la fin du en même temps. Les Français attendent, dit-il, plus de clarté politique. C'était un discours à envergure nationale que Laurent Wauquiez a tenu ici hier soir au Puy-en-Velay. Merci beaucoup Marion Becker et Marion le disait, il va s'imposer comme le leader des LR historiques. Laurent Wauquiez, selon vous, Yves? On va voir, parce que c'est pas évident qu'il y parvienne. Il a eu quand même une expérience malheureuse il y a quelques années. Il a été quasiment limogé de son propre parti après la défaite des précédentes européennes. Et donc, on va voir s'il a les moyens de reprendre en main les Républicains depuis le départ de Éric Ciotti, dont il ne faut pas oublier qu'il n'a pas encore démissionné de son poste de président. Il est toujours président des Républicains. On va voir. Wauquiez n'a pas que des amis à l'intérieur de sa famille. Il n'a pas que des amis à l'intérieur de sa famille politique. Moi, je pense que il va y avoir, il y a 3 tiers à l'intérieur des Républicains, même s'ils ne sont pas très nombreux. 60 nuances de Républicains chez les Républicains. Ouais. Oui, c'est compliqué. Non, mais il y a ceux qui sont partis avec Éric Ciotti. Il y a ceux qui seraient capables, éventuellement, de faire un bout de chemin avec la majorité présidentielle sortante. Et puis il y a ceux qui veulent rester complètement indépendants, comme Éric Ciotti, mais ils ne seront pas très nombreux non plus. Donc ça va pas être simple pour lui. D'autant qu'à l'image de la réélection de Laurent Wauquiez, les Républicains historiques ont finalement bien résisté à cette dissolution, Olivier. Oui, mais encore une fois, les Républicains historiques ont modifié le cours de l'histoire, je dirais. Ça veut dire quoi, les Républicains historiques? Ça veut dire qu'ils n'ont pas parti avec Ciotti. Bon, d'accord, ils ont résisté. Et encore une fois, je pense qu'ils ont résisté parce que c'est un parti d'élus. Et ils sont ancrés, ils tiennent bien leur... Mais quand on regarde la géographie, on est toujours sur une grande stabilité. Le Massif central, quelques points encore dans l'Alsace. On voit bien que du côté de l'Ouest, ça peut se réveiller, mais par endroits. Donc c'est quand même un parti qui aujourd'hui est affaibli, qui est vraiment recroquevillé sur ses positions. Alors là, pour le coup, traditionnelles, historiques, mais si vous voulez, il est très divisé sur le plan de la stratégie à suivre. Et si Laurent Wauquiez a une probabilité d'avoir le leadership du groupe parlementaire, de mon point de vue, il ne peut pas l'être en gardant le discours qui a été le sien depuis qu'il a été, entre guillemets, comme a dit Yves, limogé, dans tous les cas, depuis son départ. Il ne peut pas garder cette ligne. Sur quel discours, sur quel équilibre se structurer ce groupe à l'avenir, et notamment en pensant à se différencier de Horizon. Enfin, comment... Il y a peut-être une recomposition de ce point de vue qui peut être opérée. Ouais, il y a la ligne politique sur le fond, sur le programme, et puis il y a le positionnement. Est-ce que c'est tenable, ce qu'a dit Laurent Wauquiez hier, pas de coalition, pas de compromission? Ils ont les moyens de rester indépendants, les LR, dans ce nouvel hémicycle? C'est toute la question. D'ailleurs, c'est je trouve une sorte d'hypocrisie qui existe chez les Républicains. J'ai toujours pensé que la filiation idéologique des Républicains était totalement Macron-compatible. Et c'est vrai que je pense qu'ils ont fait une erreur majeure à ne pas vouloir créer d'alliance avec la Macronie, d'avoir cherché absolument à tout prix à s'en distinguer. Des voix à droite, Nicolas Sarkozy le premier, ont appelé justement à la raison à ce que les Républicains nouent un accord avec la Macronie. Je pense que ce serait la meilleure
meilleure des stratégies pour eux aujourd'hui, même si c'est l'autre problème, c'est que y compris si vous additionnez les macronistes et les républicains, ça fait pas de majorité absolue non plus. Donc la difficulté. Mais ça les met en majorité relative. Ça peut leur donner une majorité relative. Voilà. Donc ils peuvent peser. Donc ce que je veux dire, c'est que ce qu'on dit des républicains, qui peut être un groupe pivot. D'abord, effectivement, ils sont pas tous d'accord les uns avec les autres. Mais la seule chose un peu positive pour le groupe, sans doute, c'est que Olivier Marleix, qui était l'ancien président du groupe, on peut pas dire qu'il qu'il pesait beaucoup, en tout cas qu'il était très soutenu parmi les siens. Donc si c'est peut-être Laurent Wauquiez qui prend la place d'Olivier Marleix, sans doute le groupe va retrouver un peu de vigueur. Mais là aussi, deuxième hypocrisie à pointer quand même du côté des Républicains, c'est que la ligne politique, la colonne vertébrale idéologique de Laurent Wauquiez est totalement Ciotti-compatible. Et que même s'il a juré qu'il ne ferait jamais d'accord avec l'extrême droite, on sait que ses positionnements très identitaires, très souverainistes parfois, le rendaient compatible avec l'extrême droite. Sauf qu'il a une stratégie qui est une stratégie personnelle, qui veut aller à l'élection présidentielle, et que donc du coup il est obligé de recentrer son discours. Donc voilà, sans doute il va garder cette position indépendante pour en tirer les bénéfices à moyen terme. Et est-ce que l'échec relatif du Rassemblement national, c'est une bonne nouvelle pour les Républicains? On peut imaginer qu'il y aurait peut-être eu une petite hémorragie si jamais le Rassemblement national s'était retrouvé en position de force. Là, ça va la calmer? Oui, oui, probablement, mais et encore, c'est peut-être pas évident parce que ils voient l'avenir les uns et les autres. Il y a la présidentielle quand même, hein, et puis il peut y avoir une autre élection législative d'ici à 1 an. Donc, je crois que l'avenir des Républicains n'est pas simple, hein, pas du tout. Il n'est pas uniforme, mais il n'est pas simple, de mon point de vue. Dernier tour de table avec une question compliquée, Olivier, c'est comment on sort du blocage selon vous? Est-ce qu'on peut sortir du blocage dans les prochains jours? Dans les prochains jours Là, ce serait la surprise sur la surprise, je dirais. Non, la négociation, pas à pas, je pense que c'est ce qui va... Ça va continuer à être intéressant et plein de suspense. Mais sortir du blocage, non. Moi, je vous le disais en début d'émission, j'ai le sentiment quand même qu'il y a on arrive, je ne sais pas si c'est la mort de la Ve République et la naissance d'une nouvelle République. En tout cas, j'ai le sentiment qu'on fait la démonstration aujourd'hui de l'obsolescence, du caractère obsolète de nos institutions, et que si pendant 1 an on se dit qu'effectivement il va y avoir un immobilisme total, autant profiter de cette année qui est devant nous pour engager une réforme institutionnelle. Et je pense que là, il y a possibilité de trouver une majorité pour engager ce processus en associant les Français. Je ne sais pas si ça doit être un processus constituant, mais je pense que ça pourrait être utile à notre pays, à la France, en tout cas, d'engager cette réforme. Il faut l'accord du Sénat quand même dans ce cas et des Républicains. Bien sûr. On révise la Constitution. Pas pour toutes les règles du jeu. Mais... Et Yves, un dernier mot. Non, moi je suis moins optimiste que ça, je pense. Une réforme institutionnelle, peut-être qu'elle serait utile, mais je ne pense pas qu'elle soit possible. Moi, je crois qu'on va avoir un nouveau Premier ministre à la sortie de l'été. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses se dessiner. Je vois pendant 1 an une stagnation totale de la vie politique, avec pas de mesures phares particulières qui soient votées. Peut-être qu'il y a des choses qui pourront être faites par décret, certes, et puis une nouvelle élection législative dans 1 an. Parce qu'on sera arrivé au bout du bout. Merci à tous les 3. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour l'analyse de ces résultats du second tour des législatives. Dans quelques secondes, le grand débat politique avec les représentants des 4 forces qui composent l'Assemblée nationale.